C'est un honneur de vous retrouver ici aux côtés de nos camarades Zaya Hamdan, Adrien Clouet, Élise Leboucher et Manuel Bompard. J'ai la chance de co-animer cette réunion publique avec mon camarade Lucas Boutier, suppléant de notre député Zaya Hamdan. Nous vivons un moment historique où notre responsabilité est immense. Ce qui se passe à Gaza, au Liban et dans le monde nous rappelle que la lutte pour la dignité humaine n'a pas de frontières. Nous devons le dire avec force. Nous sommes aux côtés des peuples opprimés, contre toutes les violences, contre les bombardements qui frappent les civils et les innocents. La paix ne viendra jamais par la guerre, mais par la justice et la fin de la colonisation. Et oui, nous, les insoumis, avons le courage de dénoncer cela. Et c'est ce courage qui attire le harcèlement, les menaces de mort sur nos camarades. Notre mouvement est le seul qui porte un véritable projet de rupture. Et c'est ensemble, unis, que nous gagnerons. Certains voudraient peut-être nous diviser sous prétexte de faux pragmatisme, en parlant d'union, de compromis, comme si c'était un concours de petites phrases. Mais la vraie union, elle se construit sur des convictions solides, sur un socle de lutte, pas sur des compromis avec l'ordre établi. Nous ne faisons pas de demi-mesure face à la destruction sociale et écologique, face au racisme. Et nous ne nous perdrons pas en manœuvres politiciennes. Ce soir, nous allons écouter nos camarades qui, eux, ne se contentent pas d'être spectateurs des luttes, mais en sont les acteurs chaque jour à l'Assemblée, dans les manifestations et sur le terrain. Nous sommes ici pour rappeler que le pouvoir appartient au peuple, que la vraie politique, ce n'est pas celle des technocrates déconnectés ou des oligarques qui se partagent les richesses. La vraie politique, c'est celle qui part du terrain, des luttes sociales, des quartiers populaires, des usines, de toutes celles et ceux qui s'élèvent pour un avenir meilleur. Nous, à la France Insoumise, nous avons un projet clair, une 6e République, la planification écologique et la justice sociale comme boussole. C'est avec ces idées que nous bâtissons l'avenir, un avenir où chaque citoyen aura sa place, où aucun être humain ne sera sacrifié. Alors ce soir, que cette réunion publique soit un moment de mobilisation, de réflexion et surtout d'espoir. Ensemble, nous sommes la force qui peut changer ce pays. Ensemble, nous sommes la vague insoumise qui va renverser l'ordre établi. Nous ne nous arrêterons pas, car l'histoire est de notre côté et le temps nous donne raison. Merci à Maloé, la co-animatrice de la première force d'organisation politique du territoire dans la Somme. Et merci également à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement et qui depuis des jours, et notamment les jeunes insoumis, tractent et militent pour rendre possible aujourd'hui l'événement à l'invitation de Zaya Hamdan. Merci également aux services d'ordre, sans qui rien n'est possible. Et merci à la jeunesse. Merci à la jeunesse, parce que grâce à elle, nous avons gagné les élections législatives. Grâce à elle, nous avons battu l'extrême droite. Et cette mobilisation est d'autant plus extraordinaire parce que nous avons été méprisés par un gouvernement depuis des années, avec la réforme du bac, Parcoursup, mon master, mais aussi précarisés depuis des années avec le coût de la vie qui explose, les salaires qui n'augmentent pas, et dans le même temps, la suppression du repas à 1 euro par exemple pour les étudiants. Il devrait avoir honte et la jeunesse s'est mobilisée, nous nous sommes soulevés parce que le changement, nous pouvons l'obtenir en étant unis. Nous avons, comme je viens de le dire, ils se sont acharnés sur nous, mais ils s'acharnent sur nous parce que nous leur faisons peur. Mais ils n'ont pas compris que rien ne nous arrêtera. Oui, la jeunesse abattra ce système fou, capitaliste, où la cupidité de quelques-uns détruit la planète et la vie de tous les autres. Oui, la jeunesse abattra cette société patriarcale et mettra fin aux discriminations en fonction de la couleur de peau, de l'origine ou du genre. Oui, nous assumons vouloir changer cette société.
parce qu'un autre monde est possible et nous le ferons ensemble. Alors, en plus d'avoir peur de la jeunesse, la Macronie a peur de la démocratie. On a quand même une élection législative et un gouvernement de perdants. Donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement de perdants, un Premier ministre qui n'a aucune légitimité, nommé par le roi Macron. Alors les Insoumis ont dit une seule chose, le roi Macron va le destituer. Et pour cela, les camarades, je vous invite à signer la pétition qui est disponible sur les tables à côté de vous, mais aussi à prendre du matériel, parce que, bien sûr, la théorie est importante, mais sans la pratique, on ne pourra rien faire. Alors, allons partout, sur les marchés, faire du porte-à-porte pour faire gagner nos idées et obtenir la destitution et censurer ce gouvernement illégitime. Et maintenant, le temps que vous attendez tous, je vais vous demander d'accueillir celle qui nous a invités à cette réunion publique, celle qui a repris la circonscription aux macronistes, celle qui nous redonne espoir dans la Somme. Elle s'appelle Zaya Amdan. Merci à Lucas, merci à Maloé pour cette présentation. Il y a des feuilles qui s'envolent là, on va peut-être les récupérer. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chères citoyennes, chers citoyens, camarades. Quel plaisir de vous voir ici si nombreux. Permettez-moi d'abord de commencer mon intervention par des remerciements. Merci à vous tous de nous permettre de porter votre voix. Merci à tous les militants que je vois ici éparpillés qui ont permis cette réunion sociale. Merci aux élus qui sont présents, je les vois également ici. Merci aux membres d'associations et des syndicats qui également sont ici dans la foule avec nous aujourd'hui, qui sont à nos côtés ou qui le seront dans nos combats futurs. Et merci surtout à vous tous, citoyens. Merci de venir nous faire l'amitié de nous écouter et j'espère de nous entendre. Et évidemment, un grand merci à mes estimés camarades de l'Assemblée qui nous font l'honneur, la joie et le privilège d'être parmi nous aujourd'hui. Donc je voudrais remercier très fort ma collègue Élise Leboucher, députée de la Sarthe, membre de la commission des affaires sociales, mon collègue très estimé Adrien Clouet, député et vice-président de la commission des affaires sociales. Et celui qu'on ne vous présente plus, puisqu'il a déjà été tout à l'heure, mais je le refais encore une fois, notre député de Marseille et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Merci et bienvenue à vous trois ici et de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Ici, ce n'est pas n'importe où. À quelques mètres de nous coule un petit fleuve. Un petit fleuve que les Gaulois, quand ils sont arrivés, ont nommé Samara, le fleuve tranquille. Si le fleuve est tranquille, la précédente élection législative ne l'a pas été. Bien au contraire. Elle a été brûlante. Elle a été violente. Ça, les militants qui sont ici présents s'en rappellent. Comme vous le savez, le département de la Somme compte 5 circonscriptions. La première, la troisième, la quatrième, on a vu le Rassemblement national arriver en tête de l'élection législative. Pire encore, la cinquième est passée aux mains du Rassemblement national. Oui, pire encore. Toute la Somme prend une couleur bleu marine. Toute? Non.
il y a une petite circonscription qui s'appelle la 2e circonscription de la Somme, qui résiste, qui palpite. Il y a un petit cœur tout rouge qui est là et qui dit « moi je résiste ». Et vous m'avez mis en tête au premier tour. Je vous en remercie. Nous avons assisté ce jour-là, mes amis, à l'agonie du Front républicain. Alors que la France insoumise avait annoncé par son porte-parole Jean-Luc Mélenchon que pas un vote ne devait aller au Rassemblement national, que toutes les personnes arrivées en 3e position devaient se désister, eh bien ici, que nenni. Ils ont fait autrement. Arrivé en 3e position, le candidat macroniste s'est maintenu. Alors, nous ne demandions pas la réciprocité. Elle nous paraissait si évidente, si républicaine. Mais les macronistes ne l'ont pas fait. Se cachant au cas par cas derrière des arguments au mieux hypocrites, au pire mensongers. Et c'est ainsi, ici, dans la 2e circonscription, a eu lieu une triangulaire. Alors, on nous disait battus. Mais, à nouveau, le peuple s'est levé. Comme partout en France, il a voté, non pas contre la Macronie, non pas contre le Rassemblement national, mais il a voté pour un projet humaniste, il a voté pour un projet humanitaire, il a voté pour un programme solidaire, il a voté pour un programme antiraciste. Et surtout, il a voté pour un programme pour un avenir en commun. Vous avez choisi, vous n'avez pas succombé au chant des sirènes médiatiques, trop pressé d'annoncer la victoire de l'extrême droite. Vous avez décidé de vous battre. Quand tout semble perdu, c'est la seule voie à suivre. Qu'il était temps de relever la tête et de dire non à ce qui paraissait pourtant inéluctable. Et le 7 juillet, vous avez montré à toute la France ce que c'est que de ne pas plier le genou. Votre vote m'honore et il m'oblige également. Je me dois d'être aussi forte que vous et de porter dignement vos combats. Tous vos combats. Ceux que vous menez au quotidien. La paupérisation, la santé, l'école. Tenez, la santé. Elle est l'une de nos préoccupations majeures. Nous voyons notre système de santé, celui qui fut adulé, choyé, admiré partout dans le monde et performant, en train de mourir. L'état des hôpitaux est au mieux inquiétant, voire préoccupant. Des services d'urgence obligés de fermer quelques jours. Ici même, dans la Somme, Abbeville et Péronne, des maternités qui ferment, encore à Péronne. Ici, dans la 2e circonscription, nous ne sommes épargnés que grâce à la présence d'Amiens, qui attire encore les praticiens. Nous avons un ratio un petit peu meilleur que le reste de la France, avec 97 praticiens pour 10 000, alors que partout en France, il est à 72 pour 10 000. Mais pour combien de temps encore? Combien de temps avant que des drames évitables n'arrivent? Que le système s'effondre? Et quand on se penche sur la question des spécialistes, le vertige nous prend. Oui, il nous prend le vertige. Dans tout le département, vous savez combien il y a de dentistes? Vous savez? Non. 180 dentistes seulement dans le département. Rapporté à la population, c'est simplement le chiffre le plus bas du pays. Une rage de dents qui pouvait se soigner facilement, même dans la journée, ne peut plus l'être maintenant. On attend un rendez-vous longtemps, trop longtemps. Les praticiens débordés ne peuvent même plus prendre de nouveaux patients. L'alternative actuelle qui est proposée est simple. On laisse des centres dentaires ou médicaux gérés comme des entreprises s'installer. Alors, uniquement voués au profit avec tous les excès que cela provoque.
On souffre alors qu'on ne devrait pas souffrir. Et sans parler des dépassements d'honoraires qui grèvent encore plus et plus le budget. Rien n'est fait et rien ne se fera avec l'actuel gouvernement, plus occupé à sa survie qu'à sa mission, le service des Français. Nous n'oublions pas. Mieux, nous proposons des solutions efficaces et faciles à mettre en place. Nous régulerons l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Nous inciterons les nouveaux médecins à s'installer là où on a besoin d'eux. Nous créerons un corps de médecins généralistes, des fonctionnaires rémunérés pendant leurs études, afin de pallier à l'insuffisance de médecins dans certaines zones. À l'inertie actuelle, à la marchandisation de la médecine, nous opposerons toujours la volonté et le bien commun, encore et toujours. La santé publique est un trésor commun. Il faut impérativement se pencher sur ce problème qui touche toujours les plus faibles de nos compatriotes, et en premier lieu les enfants. Les enfants dont la cause n'est pas défendue avec le gouvernement actuel. J'ai dédié, comme vous le savez, ma vie à la protection de l'enfance. Et en toute sincérité, mon cœur saigne quand je vois l'état de délabrement dans lequel les pouvoirs publics la laissent. Et ma colère bout face aux chiffres des malheurs des plus fragiles. Les enfants à la rue, aujourd'hui, ils sont plus de 3000 à vivre dehors. Ici, à Amiens, dans le département, je ne vois pas Louis présent ici aujourd'hui, mais tous les soirs, Louis m'envoie des petits messages. Et il me dit, Zaya, il y a encore un enfant de 12 ans qui dort à la rue près de la gare. Quelle solution? Il me dit, il y a un enfant avec une maman de 3 ans qui est à la rue. Quoi faire? La solidarité existe. Et heureusement, elle existe à Amiens pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas normal. L'État doit prendre sa part dans ces situations-là. Parmi les jeunes placés, assistés, c'est au moins 10 000 jeunes qui sont abandonnés à leur sort à 18 ans. En 2024, ce sont 130 000 enfants qui subissent des violences sexuelles. 15 000 mineurs de l'ASE, censés être protégés par l'État, seraient victimes de prostitution. Ces chiffres sont glaçants. Aucun homme, aucune femme ne peut les écouter sans être révulsé. Que fait le gouvernement? Rien ou si peu. Dans notre région des Hauts-de-France, face à la situation dans la Somme et dans le Nord, la défenseure des droits, Claire Edouard, a été saisie. Elle a pu dire que la situation était dramatique sur les conditions d'accompagnement des enfants, qu'ils soient placés en institution ou qu'ils soient suivis en milieu ouvert. Quel que soit le mode d'accompagnement, c'est une honte. Eh bien, en 2024, la situation n'a pas changé, n'a pas bougé. On dresse un constat et on ne fait rien. Hier, on apprend dans la presse que le département du Nord confiait des enfants à des familles d'accueil sans agrément. Ces familles vont être jugées prochainement et à la présomption d'innocence, bien sûr. Mais dans ce qu'on lit dans la presse, ces enfants ont été humiliés, maltraités, violentés, pendant que ces familles se sont mis plein les poches. Plus de 630 000 € d'argent public partis comme ça en fumée, ou plutôt pour maltraiter des enfants. Rajoutons, pour parachever le tout, parce qu'il y a des professionnels émérites, des professionnels qui tiennent ce travail et qui ont envie, qui sont motivés et qui font que les institutions tournent. Des professionnels souvent émérites, en souffrance, face à la dégradation de leurs conditions de travail. Mais, contrairement au gouvernement actuel, incapable d'agir, je vais me battre. Nous allons nous battre, si vous en êtes d'accord.
Nous voulons mettre en place des mesures d'urgence concrètes pour répondre à ces besoins. Il nous faut renforcer les moyens de l'ASE. Des moyens humains tout d'abord. Nous voulons embaucher. Nous voulons mettre suffisamment de professionnels pour accompagner au mieux et au plus près les enfants et les familles. Merci. Nous voulons agir dans les maisons d'enfants à caractère social, les MEX, comme on les appelle communément, sur le taux d'encadrement. On ne doit plus comptabiliser les agents techniques administratifs dans le taux d'encadrement, rien que pour voir clairement les besoins. Nous voulons donner des moyens matériels, former des professionnels qui s'occupent des enfants en établissement, en milieu ouvert ou à domicile. Le gouvernement affaiblit également la protection judiciaire de la jeunesse. Mouloud, je crois que tu travaillais dans ce service-là. Bonjour Mouloud. Alors que celle-ci intervient auprès des mineurs en conflit avec la loi. Les éducateurs PJJ viennent soutenir tout le travail d'accompagnement vers une réinsertion sociale, scolaire et ou professionnelle. Le gouvernement, quoi de mieux, il supprime en plein été plus de 500 postes. C'est-à-dire autant de professionnels qui sont en moins face à des adolescents en manque de repères. La France insoumise, elle demande le renforcement de la protection judiciaire de la jeunesse par la titularisation des contractuels et l'embauche de 6 000 fonctionnaires. Les amis, je vous demande également de vous mobiliser avec nous, de faire entendre votre soutien à cette cause qui devrait transcender tout clivage. Soutenez la mobilisation des personnels qui ont manifesté à Lille et partout en France le 19 septembre. Soutenez le collectif des 400 000 contre cette situation que notre pays ne devrait pas connaître. Nous étions à leur côté le 25 septembre à Paris pour faire entendre ces cris qui ne sont pas de simples cris de colère, mais des cris d'humanité face au sort d'une jeunesse abandonnée. Et cette jeunesse en souffrance, quand en plus le drame du handicap s'en mêle. Comment ne pas être horrifié, abasourdi, quand rien ou si peu encore n'est fait? Les établissements d'éducation spécialisée, les IME, les ITEP, les CESAD, comme on les appelle communément, paralysés par le manque de moyens, le manque de place dans les établissements. Pour pallier, on propose aux enfants des emplois du temps morcelés. 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Les parents, débrouillez-vous. Gardez-les à la maison, n'allez pas travailler. Des personnels en souffrance, toujours sous-payés, submergés. À l'école, on prône le tout inclusif dans notre société. Mais il n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que les sections Ulysse, les classes SECPA, sont en manque d'AESH devant les élèves. Ce n'est pas parce qu'il y a de vives réactions qu'hier, une ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap est nommée. Du courage, il leur en faut au quotidien. L'offre de soins, d'assistance ou d'accueil ne correspond pas aux besoins et rien n'est fait. Ni même simplement envisagé par le gouvernement. Ce n'est visiblement pas son problème, alors que cela devrait être une de ses priorités. Alors, on se repose sur les aidants, sur la famille, alors que là, plus que jamais, la solidarité républicaine devrait jouer. Aux injustices du sort, ne rajoutons pas l'injustice d'une société indifférente. Notre fraternité doit faire sens. Alors, nous voulons créer un véritable statut d'aidant familial avec une rémunération réelle, une formation adaptée au handicap de la personne accompagnée. Nous voulons aider à l'organisation de périodes de congés et ou de repos.
Nous mettrons en œuvre la prise en charge automatique par la sécurité sociale des frais de psychomotriciens, d'ergothérapeutes ou de psychologues et de tous les équipements nécessaires à la vie quotidienne. Nous mettrons en œuvre des plans cohérents et financés, un plan polyhandicap, un plan autisme, un plan pour les maladies rares, de façon à adapter le mieux possible les prises en charge, les lieux d'accueil et les modalités de soins. Nous devons réapprendre à nous aider les uns les autres, remettre à l'honneur ce mot merveilleux de notre devise républicaine, la fraternité. Personne ne doit être laissé seul face à ces difficultés. Tenez, et j'en terminerai peut-être là, parlons des mères isolées, qui souffrent autant que nos mères isolées, qui cumulent autant de difficultés. Je reçois chaque jour des témoignages poignants de femmes courageuses. J'écoute des associations remarquables, comme la Collective des mères isolées, association créée en 2022 à Montreuil, qui accomplit un travail titanesque sur la question. Et nous connaissons tous dans notre quotidien ces femmes qui, envers et contre tous, se battent pour leurs enfants. Ce sont nos sœurs, nos amies, nos mères. Qui a plus de courage qu'elles et qui doit supporter plus d'épreuves? Toutes les dégradations que nous subissons s'acharnent sur elles avec plus de peine encore, plus de conséquences, plus de force. Je pense à cette mère qui seule subvient aux besoins de ses 2 enfants, avec un salaire au SMIC, avec pour unique soutien sa propre mère retraitée. À celle-ci qui expliquait, sans se plaindre, que sans les aides du Secours populaire ou du Resto du Cœur, elle ne parviendrait pas à nourrir sa fille. Est-ce moral? Est-ce normal? Non. Non. Une société n'est juste que si elle se préoccupe de ses membres les plus démunis. Si les lois augmentent les malheurs des plus humbles, alors ces lois sont mauvaises. Pour nous, la loi est l'instrument de l'émancipation de tous. Concrètement, pour aider ces femmes, nous proposons de porter un statut du parent isolé, avec des propositions d'équité, prenant en compte le quotidien et les difficultés de leur statut, avec notamment le doublement de jours de congé pour enfants malades, dans le secteur public comme privé. C'est aussi une proposition de la collective. Un travail sera accompli sur les droits à la retraite, quand nous mettrons à plat cette réforme scélérate. Ainsi, la monoparentalité a une incidence sur la carrière d'un parent isolé, les temps partiels, les carrières hachées. Atteindre les 40 annuités est difficile, voire même impossible. De mamans précaires, elles deviennent retraitées précaires. Nous proposerons de protéger ces parents en cas de licenciement avec la création d'un revenu solidaire en cas de perte d'emploi. Les pistes sont nombreuses. Elles ne demandent qu'une chose, la volonté de la suivre et la détermination de les appliquer. Nous pouvons le faire, nous tous, ensemble. Après tout, comme quelqu'un l'a dit un jour, la République, c'est nous. Qu'est-ce qu'il a dit? La République, c'est nous. Voilà. Et il y a encore tant et tant de choses à dire et à faire, mais je serais une très mauvaise hôtesse si je ne laissais pas la place à nos invités. Bravo. Merci beaucoup pour cette invitation qui fait suite à nos premiers jours finalement de rentrer à l'Assemblée ensemble dans cette commission des affaires sociales où tu es venu me voir il y a quelques jours en me disant « Viens, on fait un événement à Amiens ». Je dis « Génial ». De quoi parle-t-on? Tu m'as dit « Il faudrait qu'on parle Emmanuel Macron et rentrée sociale ».
Alors bon, Emmanuel Macron, rentrée sociale. Moi, je me suis dit, je peux parler de l'eau et de l'huile, du feu et de l'eau, bon, c'est un peu compliqué. Donc j'ai cherché un angle. Je me suis dit, est-ce que M. Macron se préoccupe de questions sociales dans cette rentrée? Donc j'ai un peu cherché, genre 9-10 jours, pour essayer de trouver un truc. Et effectivement, j'ai trouvé. J'ai cherché, et il est vrai que M. Macron a une idée en cette rentrée sociale. Une idée, tu dis? Exactement, c'est vrai, il en consomme. Mais je vous laisse deviner ce qu'il a dit avant. Mais donc, il a une idée, c'est de mettre en place une franchise à 1 € sur les malades. Voilà, ça c'est la rentrée sociale avec M. Macron. Je ne sais pas si vous avez entendu passer cette idée. L'idée, je vous la résume rapidement, hein, c'est de dire que toutes celles et ceux qui ont une prothèse, qui ont un implant cardiaque, qui ont une pompe à insuline parce qu'ils ont le diabète, etc., eh bien, on va les taxer. C'est-à-dire qu'en Macronie, lorsque quelqu'un est malade, il y a un type qui se dit « bah, pas de souci, on va taxer la maladie ». Et donc c'est ça qui nous attend là dans les jours qui viennent, dans le budget de la sécurité sociale qu'on vote tous les ans, même si ça pourrait se discuter, et on va avoir l'occasion de mener cette bagarre ensemble avec Élise et Zaya. Donc cette idée, alors on dit Macron, mais à la base elle vient de M. Attal. Vous voyez, M. Attal, c'est le gars qui boude depuis juillet parce qu'il voulait vous faire les poches lui-même. Donc, il tire la tronche. Mais à la base, c'est son idée. Il avait commandé un rapport pour demander comment on pouvait faire payer les gens qui avaient des dispositifs médicaux. Et alors, leur histoire, ça rapporte un peu d'argent. Hein. Pour être tout à fait exact, ça rapporte 200 millions d'euros. Ça rapporte autant que 18 jours de travail de Bernard Arnault. Pour vous donner un petit exemple un petit peu concret. Alors, comment ils comptent faire ça? Ils ont leur méthode, vous savez, c'est un peu comme quand on met une grenouille dans de l'eau chaude. Vous savez, vous la mettez dans de l'eau au début qui est à température ambiante, puis vous chauffez, puis une fois qu'il fait trop chaud, elle n'arrive plus à sortir. Ben, c'est pareil avec ces histoires de franchise. Puisque, il y a 3 ans, ils ont mis en place des franchises sur les rendez-vous médicaux. Ils ont dit, bah c'est pas grave, vous allez payer 1 € sur le rendez-vous médical. L'année suivante, c'était, mais on va faire payer aussi 1 € sur les boîtes de médicaments. L'année d'après, c'était, on va vous faire payer 2, 3, 4, 5 € sur le transport sanitaire, etc., etc., etc. Et vous vous retrouvez, désormais, lorsque vous êtes malade, à devoir faire des chèques de 20, 30, 40, 50 € à l'année pour pouvoir vous soigner. Bref, on est à un stade où bientôt, il va falloir faire un dépôt de garantie pour une carte vitale. Ça, c'est les projets de la Macronie dans les semaines qui viennent et c'est ce sur quoi nous allons nous battre. D'autant plus que non seulement c'est injuste, mais on sait que c'est totalement irrationnel comme politique. Prenez par exemple l'épidémie de diabète. On sait qu'elle est causée, entre autres, par un ensemble de politiques industrielles qui ont mis la malbouffe dans nos assiettes. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes sont atteintes de diabète et qu'au niveau mondial, eh bien, on considère que c'est une véritable épidémie. Il y a des millions de gens qui sont contaminés de plus en plus, année après année. Eh bien, pour nous, lorsqu'on entend ça, on se dit le réflexe immédiat, c'est d'aller contrôler les industriels qui mettent des additifs qui rendent les gens malades. Ben non. Les macronistes, leur réflexe, c'est de dire on va piquer 50 balles aux gens qui sont malades pour être sûr qu'ils n'aient pas les moyens de bien se nourrir. Donc non seulement vous êtes malade, mais en plus, si vos proches ne le sont pas, eh bien on vous invite à les contaminer. Bon, tout cela, évidemment, on ne l'accepte pas. Et on a besoin de votre énergie dans la bataille qui s'ouvre. Cette bataille, je le disais, c'est celle du budget qui arrive de la sécurité sociale. C'est quelques centaines de milliards d'euros, une paille. C'est le plus gros budget qu'il y a en France. C'est énormément d'argent, c'est tout ce qui part dans des caisses à partir de vos salaires, ce que vous cotisez. Vous savez, vous avez votre fiche de paye et puis il y a marqué cotisation vieillesse pour payer les retraites, il y a marqué cotisation maladie pour payer les soins hospitaliers, etc., etc. Et donc cette bagarre, elle a démarré mercredi dernier. Elle a démarré mercredi dernier lorsqu'on nous a demandé si on validait les comptes de l'année 2023. Parce que pour voter un budget, il faut d'abord valider l'année d'avant et après on observe l'année suivante. C'est normal, ça marche comme ça partout. Eh bien, figurez-vous que c'est le premier texte de M. Barnier. Et ce premier texte, eh bien, on l'a cartonné directement puisqu'on a rejeté dès mercredi dernier toutes les opérations financières qui mènent depuis 1 an.
Ils nous ont dit, vous en pensez quoi? On leur a dit du mal. Ils nous ont dit, bah, vous voulez pas quand même la voter? Non. Et donc on est passé au vote et paf, on les a pliés. D'ailleurs, je peux quand même dire qu'au début ils étaient 15 les macronistes et au bout d'1 heure, la moitié était à la buvette de désespoir, quoi. Les gars, ils savaient plus où ils étaient. Et puis l'autre moitié désespérée, quoi. Ils se sont dit, de toute façon on se fait plier, on se prend 20 à 5 sur tous les amendements, donc c'est parti bouder. Bref, on l'a fait mercredi en refusant les comptes. Donc, les étapes, c'est de continuer de se battre, non seulement pour invalider leur bilan, mais surtout pour empêcher leur projet. Et évidemment, les battre sur plein d'éléments qu'on va avancer pour transformer cette société et notre sécurité sociale. Par exemple, évidemment, un des grands combats qui va être mené sera celui sur le personnel soignant. Parce que oui, on est le seul pays d'Europe où des infirmières, des aides-soignantes, eh bien, ont un salaire qui a perdu 10% en 10 ans. C'est-à-dire que les gens font le même boulot et c'est comme si elles étaient payées 2, 3, 4 heures en moins toutes les semaines. Ça, c'est la réalité du monde des soignantes et des soignants. C'est de sous-payer absolument tout le monde. Et non seulement vous les sous-payez, mais en plus, vous diminuez les équipes. Ça veut dire qu'ils sont moins nombreux, ils ne peuvent pas accueillir les personnes malades et en plus, leur rémunération ne fait que aller vers le bas. Et poser la question des salaires, c'est poser la question de celles et ceux qui se battent au quotidien. Parce que qu'il s'agisse des bagarres, des brancardiers dans la Somme, qui ont obtenu gain de cause il y a quelques mois sur leur rémunération, qu'il s'agisse des secrétaires médicales chez moi dans la Haute-Garonne, eh bien vous avez partout dans le pays des personnes qui demandent à faire leur métier correctement et qui exigent tout simplement de ne pas perdre d'argent à travailler. Eh bien je pense que cette demande, c'est le minimum qu'on puisse faire en tant que député, d'y répondre. Et une fois que vous avez des soignantes et des soignants correctement rémunérés, capables d'agir, eh ben, il faut avoir un outil de travail. L'outil de travail dans les soins, c'est souvent des médicaments. Et aujourd'hui, on a un problème absolument délirant, c'est celui du prix des médicaments. Un prix qui est totalement opaque. Il n'y a pas un laboratoire dans ce pays qui accepte de communiquer les bénéfices qu'il réalise sur les médicaments. Aucun n'accepte de dire sur votre boîte de médicaments combien va au salaire, combien va aux investissements et combien va évidemment au profit ou au super profit. Cette information, on l'exige. Car l'année dernière, on a déjà subi un racket incroyable. Les macronistes ont donné près d'1 milliard d'euros aux grands labos pharmaceutiques en disant si on leur rend de l'argent, ils produiront les médicaments dont on a besoin et donc on aura des médicaments en réserve et il n'y aura pas de pénurie. Est-ce que quelqu'un a vu la fin des pénuries depuis 1 an dans une seule pharmacie du pays? Sur quelques médicaments que ce soit? Non, évidemment. Pire encore, vous aurez peut-être vu qu'il y a 2 semaines, ce sont plusieurs laboratoires qui ont pris une amende pour n'avoir même pas respecté leurs obligations légales. Donc on paye, on leur file le fric, ils ne respectent pas la loi, je pense que ça suffit. Et ça suffit, il va falloir prendre des mesures un peu plus solides que simplement faire une petite régulation à coups de bout de chandelle. Il faut redire ici aujourd'hui que des laboratoires comme Sanofi ou Biogarant qui reçoivent de l'argent public à gogo et qui ne sont pas capables ni d'investir dans la recherche ni de produire les médicaments utiles doivent être nationalisés. Un point, c'est tout. Ces laboratoires doivent être mis sous contrôle public parce que lorsque Sanofi ou Biogarant nous disent on arrête de produire du Doliprane parce qu'on va jouer en bourse ou bien parce qu'on préfère faire la 42e version du shampoing antipelliculaire qui se vend à 28 € en pharmacie, eh bien non, ce n'est pas le sens de l'intérêt général. Voire pire encore, comme on l'a vu là aussi depuis quelques jours, la mise en vente par Sanofi du Doliprane au fonds spéculatif PAI, un fonds spéculatif spécialiste de la santé, hein, bien sûr, puisqu'il s'occupe des pizzas surgelées Nestlé ainsi qu'il détient Pepsi. Voilà, donc ces gens vont produire des jus de fruits hyper sucrés, des pizzas surgelées et du Doliprane. Voilà à quoi ressemble le secteur industriel de la santé dans notre pays. Alors, dans ce contexte, vous arrivez à des situations totalement absurdes. Ce matin, j'étais encore à Toulouse et j'ai croisé une vieille copine que je connais qui est en situation de handicap et qui m'a dit quand je vois ce qu'ils font depuis 15 jours, les macronistes, parce que c'est toujours des macronistes, hein. C'est macronistes un peu plus vieux, mais c'est des macronistes. Quand je vois ce qu'ils font depuis 15 jours, je me suis dit au début encore heureux qu'il n'y ait pas de ministère du handicap. Parce qu'au moins, ils m'oublient pendant 2 semaines. Ils n'ont pas le temps de me faire les poches. Alors
Évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même besoin d'avoir un ministère du handicap pour avoir bien, des interlocuteurs, interlocutrices, pour avancer partout sur toutes les difficultés qu'on connaît. Mais vous réalisez bien que vous avez des gens qui essayent de passer même sous les radars, tellement ça les fait flipper, les politiques des macronistes. Mais le handicap que j'évoque ici, c'est 12 millions de personnes. C'est-à-dire que la Macronie a réussi à oublier une personne sur 5 dans le pays en faisant un gouvernement. Et c'est les mêmes gens qui viennent vous donner des leçons de bonne tenue, de politique ou de bonne organisation de l'État. Ils oublient la moitié des gens du pays, ils viennent vous expliquer comment il faut gouverner le pays. Bon, tout ça est évidemment tout à fait délirant et constitue un ensemble de ces petites humiliations détestables que la Macronie aime faire peser sur les plus vulnérables du pays. Cet oubli de la question du handicap, elle fait écho à ce qu'on voit partout, en démarrant par les écoles, en finissant par les logements, les hôpitaux, etc., etc. Juste un exemple. Hier, j'étais devant une école à Mondonville, ma circonscription en Haute-Garonne, et il y avait une maman d'élève qui est venue me voir. Elle me parle de son fils, qui est dans le spectre de l'autisme, qui est le premier de la classe, il est en CM2, et il a juste besoin d'un logiciel pour son ordinateur. Il lui faut un logiciel qui l'aide à suivre les cours et à pouvoir bosser. Eh bien, la maison du handicap lui a donné un rendez-vous dans 11 mois, c'est-à-dire après la prochaine rentrée scolaire. Donc vous avez des gosses qui sont prêts à tout donner, qui ont juste besoin d'un petit appui existant, eh bien pour des raisons bureaucratiques, parce qu'il manque 200 balles ici ou 500 balles par là, vous les privez de tout ce qui leur permet de réussir, de leur permettre d'aller plus loin et de construire eux-mêmes l'existence qu'ils ont envie de mener. Bref, les amis, pendant 2 mois, vous allez entendre des chroniqueurs télé payés 30 000 € vous dire que les aides-soignantes coûtent trop cher. Ça va être les débats de la sécurité sociale, je vous les résume rapidement. Vous allez entendre Cyril Hanouna dire qu'il faut dérembourser les médicaments, alors que le gars, lui tout seul, il gagne autant que toutes les franchises médicales de la Somme. Donc bon, il y a quand même de la marge financière. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir garder l'esprit clair. La seule personne dans ce pays qui vit au-dessus de nos moyens, ce sont les personnes de la finance. Un point, c'est tout. Il n'y a pas une seule personne qui travaille pour trop cher dans ce pays. Les seuls qui touchent trop d'argent, c'est ceux qui vivent par votre travail. Et donc, ceux qui vivent par votre travail, c'est ceux qui dirigent les entreprises qui vous rendent malade, les entreprises qui ne vous soignent pas, les entreprises qui vous maltraitent. Donc, il va falloir mener cette lutte ensemble, toutes et tous. Donc, je vous invite à suivre toutes les actions qu'on va conduire. Je vous invite à suivre et à diffuser tous les arguments qui sont importants pour mettre les gens en mouvement. Quand vous avez une boîte comme Metex qui se mobilise ici, qui gagne pour maintenir une production industrielle pharmaceutique, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt général du pays tout entier. Donc on a besoin de se parler, de lutter ensemble. Et je vais finir en vous citant une phrase que j'aime bien d'Aragon. Comme il disait, même lorsque l'eau tombe, il faut toujours croire au soleil. Eh bien, je rajouterai que Michel Barnier n'est qu'un petit nuage gris qu'on aura vite fait souffler. Je vous demande d'accueillir Élise Leboucher. Merci, bonsoir à vous. Merci à Zaya et à ton équipe pour l'invitation et pour l'accueil. En toute franchise, quand on m'a demandé de venir à Amiens fin septembre, je me suis dit, t'es sûr? Aller en extérieur, et en fait je crois que voilà, on a bien fait de venir, alors merci. Et bravo pour ta victoire, pour ton élection, on t'accueille avec plaisir en commission des affaires sociales. On va avoir quelques points communs, on a quelques centres d'intérêt. Je suis éducatrice spécialisée de profession, donc avec Zaya, voilà, je pense qu'on va avoir quelques heures de travail ensemble. Et je suis ravie d'avoir une camarade supplémentaire qui va pouvoir expliquer aux macronistes et à la droite les conséquences de leur politique. Bravo aussi pour, voilà, tu as parlé un peu de l'état de la Somme et du RN, juste un petit mot, nous en Sarthe, 5 circonscriptions, 5 candidats RN au second tour. Le barrage républicain qui fonctionne, les députés sortants, que ce soit NFP ou macronistes, sont réélus et nous, dans la 4e, on a réussi voilà, à battre Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen. Alors, chers amis, nous vivons à un moment à rebours du temps et je vais commencer par vous poser quelques questions. Je suis sûre que, comme moi, vous avez détesté le sarkozysme. J'imagine que, comme moi, vous avez détesté le macronisme. Et
Et donc j'imagine, je suis convaincue que là, vous détestez les deux en même temps. Dans le moment politique que nous vivons, il faut que nous restions forts face à l'adversité des perdants. Parce que le monde politique qui survit malgré sa défaite n'a pas entièrement terminé sa mue. Vous le savez, le macroniste, c'est un zombie. Il est mort à l'intérieur, mais il continue de se défendre. Et pour ça, toutes les voies sont bonnes. Par exemple, vous avez peut-être lu que Fabius, président du Conseil constitutionnel, ne voyait pas d'entrave majeure à la Constitution par le président. Ou alors, depuis la Cour des comptes, vous avez peut-être aussi entendu Moscovici appeler le gouvernement à essorer encore la dépense publique. Signalant au passage d'un ton satisfait de lui-même, je le cite, « Il y a du gras et du mauvais gras ». En résumé, voilà ce que nous disent les sommets de l'État. 1. Circuler, il n'y a rien à voir. 2. Il y a du mauvais gras. Alors je ne sais pas si on mesure bien la complicité de ces gens. En synthèse, vous avez un truc là au sein de la 5e République qui fait système. Fabius au Conseil constitue incapable de reconnaître les violations manifestes de la Constitution. Moscovici qui, depuis la Cour des comptes, dispense des leçons d'ultralibéralisme à Barnier, lui-même ancien commissaire européen déjà bien rompu à la question. Un système qui ne travaille qu'à la perte de souveraineté pour le peuple. Et pour quelles conséquences? Beaucoup a déjà été dit par Adrien Ezaya et je borderai mon propos sur le logement et la psychiatrie. D'abord, quelques mots sur le logement. Ici à Amiens, c'est presque 7500 demandes de logement qui ne peuvent pas être honorées. Chez moi au Mans, c'est plus de 9000 sur l'année. Selon les différents observatoires, c'est un Français sur 4 ou un Français sur 2 qui a froid dans son logement, du fait de l'augmentation des prix, du fait de vivre dans une passoire thermique et généralement du fait des deux phénomènes en même temps. Et pourtant les causes, on les connaît, elles sont politiques. Une baisse massive de l'investissement public, un renforcement des niches fiscales pour les locations Airbnb et peu de contraintes sur les grands propriétaires privés pour opérer la bifurcation écologique. La banque sociale du logement ne vient pas de nulle part. C'est le résultat de l'effet combiné de ces trois éléments. Parce que sans investissement, pas de construction, donc une raréfaction des biens, ce qui conduit inévitablement à une hausse des prix. Tant et si bien que l'inflation aidant, beaucoup de Français sont condamnés à l'immobilité sociale. Une situation créant un arrêt des parcours locatifs et d'acquisition et un engorgement des demandes en ville pour une dévitalisation des territoires ruraux. La dépense publique pour le logement s'est tellement affaiblie qu'il faudrait 14 milliards d'euros pour la ramener au niveau d'il y a 10 ans. Et dans le même temps, les sommes qui ont échappé à l'État via les niches fiscales sont estimées à près de 100 milliards. Cet état des choses était prévisible. Nous autres insoumis avons alerté à de nombreuses reprises. Nous avons développé depuis de nombreuses années un programme permettant de garantir le droit au logement parce que nous refusons cette situation d'indignité. Cela veut dire constitutionnaliser le droit au logement, interdire les expulsions sans relogement, revaloriser les APL, encadrer les loyers à la baisse, mais aussi arrêter les aides fiscales à l'investissement locatif privé et imposer les hautes transactions financières. Parce qu'il est trop simple de dévitaliser les ressources de l'État d'un côté et de constater de l'autre un déséquilibre des dépenses. La capacité d'agir de l'État repose sur sa capacité à rétablir de la justice fiscale. Alors je ne me fais aucune illusion, j'imagine que personne ici non plus. Cette culture ultralibérale de l'impuissance de l'État va irriguer les budgets qui nous seront bientôt présentés. À l'aube du projet de loi de financement de sécurité sociale qu'a évoqué Adrien, au regard de l'état de l'hôpital, ce n'est même plus alertant, c'est cynique. Le sarcasme a atteint un nouveau stade cette semaine, quand notre Premier ministre Barnier a déclaré vouloir faire de la psychiatrie la grande cause de son action. Reprenant l'idée à Attal, qu'il avait lui-même présentée dans sa déclaration de politique générale en janvier. Parce que c'est comme ça que ça se passe au sein de la droite et de la droite extrême. On se repasse les déficits, les ministres, les politiques publiques et les déclarations de politique générale. Alors bref, quand 6 enfants sur 10 souffrent de troubles potentiels, nous n'avons plus le temps pour ces incantations vides de sens. Déjà l'an passé, pour le groupe de la France Insoumise, j'avais dénoncé la supercherie. Tout bien parlant que sont les macronistes de droite et de droite extrême, le PLFSS ne faisait mention de la psychiatrie à aucun moment. Alors que c'est combien de pages le PLFSS? C'est 159. 159 pages, pas un mot pour la psychiatrie. Alors vous aviez bien un gloubi-boulga
brouillard sur le système de santé général, de refonte des systèmes de financement, une pondération de la file active par un troisième pilier de subvention reposant sur l'innovation. Bref, on continue de mettre davantage les établissements et les territoires en concurrence, comme si ce n'était pas déjà suffisamment le cas avec le privé. Mais rien sur la psychiatrie. Alors, puisqu'au sein de la France insoumise, vous le savez bien, plus que les mots, ce sont les actions qui nous fondent, avec quelques collègues, nous avions élaboré un bouquet législatif pour défendre la psychiatrie publique. D'ailleurs, toutes les propositions que nous avons faites l'an passé restent disponibles, parce que nous l'avons bien vu depuis, ils n'ont rien fait, à part renforcer une vision ultra sécuritaire de la psychiatrie. Si d'aventure le gouvernement Barnier n'est pas censuré dans une semaine, j'irai au ministère de la Santé remettre un exemplaire de notre bouquet législatif à Madame Darrieussecq, 8e ministre de la Santé en 2 ans en passant. Et en allant lui apporter ce travail, ça lui évitera aussi de faire appel au cabinet de conseil. Alors honnêtement, j'ignore si ces gens ont une idée précise de l'état de crise permanent au sein des services de soins et d'accompagnement. Je ne sais pas s'ils mesurent les résultats de leur inconséquence sur les soignants, les patients, les familles et les proches. Tout au plus, les ministres successifs couvrent leurs traces en laissant penser que la psychiatrie a plus à voir avec la sécurité que la santé. Il ne faut jamais tomber dans ce panneau. Je le répéterai avec force, les personnes souffrant de troubles psychiatriques ont 7 fois plus de chances d'être victimes d'une agression. N'inversons pas la charge. La fermeture des lits, la perte des moyens humains, l'abaissement des heures d'accompagnement, la T2A déguisée, voilà ce qui dévitalise notre capacité d'accompagnement. Nous le dirons partout et tout le temps. La psychiatrie publique est un système de santé, pas un régime de surveillance. Vous voulez la sécurité, ça passera par la santé. Alors camarades, voilà en quelques mots et à travers les exemples du logement et de la santé, ce que je voulais vous dire dans notre combat dans ce moment politique. Nous aurions tous espéré une autre rentrée sociale, mais notre capacité à nous organiser partout pour maintenir la pression sur ce gouvernement déjà mort, c'est notre chance et notre espoir. Et à l'image de ce que nous disons tous ce soir, rappelons-nous ce qui est au front de tous nos combats, la dignité. Merci à vous. Club qui rend fier la France, le seul qui a l'étoile sur le maillot, il nous vient de Marseille. Merci d'accueillir comme il le mérite le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si tu vas te faire que des amis, mais merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci bien sûr d'abord à Zaya de nous avoir invités. Et merci à toutes celles et ceux, et ils sont nombreux je sais, qui se sont mobilisés pour préparer l'événement d'aujourd'hui. Il y a toujours ceux qu'on voit sur la scène, c'est nous, mais il y a aussi toutes celles et ceux qu'on ne voit pas sur la scène, mais sans qui une journée comme celle-ci ne serait pas possible. Donc je tenais vraiment à les remercier. Bravo. Et je tenais aussi à vous dire ma fierté que Zaya nous ait rejoint à l'Assemblée nationale. Ça fait une éducatrice de plus. À la France Insoumise, les députés, ils sont plutôt éducateurs, professeurs des écoles, taxis, aides-soignants. Quand vous avez un député macroniste de plus, il s'occupe aussi des autres, mais il est plutôt avocat fiscaliste, avocat d'affaires. Lui, il ne s'occupe pas exactement des mêmes. Voilà. Et quand des députés insoumis viennent à l'Assemblée nationale, ils ont un vécu, ils ont une histoire professionnelle, ils ont un engagement personnel et ils le mettent à profit pour faire leur travail et pas oublier la parole de qui ils défendent à l'Assemblée nationale. Et avec Zaya, vous avez quelqu'un de plus pour porter cette parole. En tout cas, nous, on ne l'oubliera pas. Et avant de commencer, je voudrais dédier notre rassemblement au peuple libanais, à la population de Gaza frappée à nouveau cette semaine, en posant une question simple. Combien d'enfants sacrifiés? Combien de familles endeuillées? Combien d'histoires effacées? Combien faudra-t-il de drames encore pour que quelque chose soit fait pour mettre un terme à ce massacre et à ce carnage? Combien
de violation du droit international? Combien de pieds de nez à la communauté internationale faudra-t-il de la part de M. Netanyahou et du gouvernement d'extrême droite israélien avant que quelqu'un daigne lever le petit doigt, pas seulement pour parler, pas seulement pour dire oui, il faudrait un cessez-le-feu, mais pour prendre les mesures qui s'imposent, pour créer les conditions d'un rapport de force, pour que le gouvernement de Netanyahou arrête de violer le droit international, arrête de massacrer des populations civiles, arrête de massacrer des enfants, arrête de massacrer des familles. Combien de temps faudra-t-il pour que la France, pour que le gouvernement français, pour que la diplomatie française soit enfin à la hauteur de ce qu'a été pendant longtemps, et malgré bien sûr ses défauts et ses imperfections, la politique internationale de la France sur le sujet, c'est-à-dire une voix de la paix, une voix capable de se lever, de dire non quand ça va trop loin. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que nous soyons enfin fiers de la parole de la France sur la scène internationale? Combien? Voilà la question qu'on se pose toutes et tous en voyant ces massacres se succéder et le gouvernement français rester dans une forme d'inaction coupable. Et malheureusement, ce sujet-là, parce que parfois j'entends des gens qui me disent « Mais vous parlez de la situation internationale et vous ne parlez pas de la situation nationale. » D'abord, bien évidemment, c'est pas vrai. Bien évidemment, on parle de la situation nationale. Mais oui, quand on est engagé, quand on est humaniste, quand on croit à l'égalité entre les êtres humains, on ne ferme pas les yeux sur un massacre, même s'il a lieu à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Et bien sûr qu'il y a un lien, bien sûr qu'il y a un lien, parce que si le nouveau Front populaire a gagné les élections législatives au mois de juillet dernier, bien sûr il l'a fait parce que nous défendions l'augmentation des salaires. Bien sûr, il l'a fait parce que nous défendions le retour à la retraite à 60 ans. Bien sûr, il l'a fait parce que nous voulions développer les services publics. Mais le nouveau Front populaire a aussi gagné parce qu'il portait la parole du rétablissement de la voix de la France pour la paix sur la scène internationale. Et quand nous volons le résultat des élections législatives, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a aussi volé la capacité de peser sur ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. Et le 28 septembre 1958, c'était la date du référendum qui a vu la France se doter de la Constitution de la Ve République. C'était le 28 septembre 1958, c'était donc il y a 66 ans. Et je crois que face à ce qu'il se passe depuis plusieurs semaines dans notre pays, face au déni de démocratie qui succède au déni de démocratie, il est peut-être temps de se dire que 66 ans pour une constitution, c'est vraiment l'âge à laquelle elle doit partir à la retraite. Nous, on défend même que ce soit avant. Mais pour la constitution de la Ve République, je crois que 66 ans, c'est suffisant. Parce que ce à quoi on a assisté depuis maintenant 2 mois, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Voir un président de la République, Emmanuel Macron, s'asseoir comme il le fait sur le résultat des élections législatives, en niant le message en quelque sorte à 3 reprises. D'abord en empêchant le nouveau Front populaire de constituer un gouvernement, alors que c'est le nouveau Front populaire qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ensuite, en nommant comme Premier ministre M. Barnier, issu d'une formation politique qui a fait 6% des voix à l'élection législative, avec la moitié des ministres de plein exercice dans ce gouvernement qui sont issus et qui soutiennent le président de la République Emmanuel Macron, alors que les macronistes ont été battus aux élections européennes, battus au premier tour des élections législatives, battus au deuxième tour des élections législatives. Et un troisième déni de démocratie, on l'a eu sous les yeux malheureusement cette semaine, c'est qu'alors qu'il y a eu une très forte mobilisation, en particulier de la jeunesse, en particulier des quartiers populaires de ce pays, pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, le président de la République
République Emmanuel Macron a nommé un gouvernement qui obéit au doigt et à l'œil des injonctions de Madame Le Pen, à qui il suffit de passer un coup de téléphone à Monsieur Barnier pour qu'il recadre un ministre parce qu'il a eu tort de dire que le Rassemblement national n'était pas dans l'arc républicain. Voilà la vérité, c'est que sous les yeux, nous avons une triple négation du résultat des élections législatives. Et nous avons aujourd'hui un gouvernement illégitime dans sa nomination parce qu'il a été nommé en refusant et en omettant le message des élections législatives, réactionnaire dans sa composition. Réactionnaire dans sa composition. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui il y a un an disait qu'une partie des Français était en régression vers ses origines ethniques, je cite la phrase exacte de M. Retailleau il y a un an, qui classe les Français en considérant que certains d'entre eux ne seraient que des Français de papier. Eh bien moi je vous dis qu'en République, il n'y a qu'une catégorie de Français, ce sont des Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur histoire personnelle. N'en déplaise à M. Retailleau et à ce gouvernement. Gouvernement réactionnaire, comme vous savez. Et en cette date du 28 septembre, qui est aussi la journée mondiale pour le droit à l'IVG, quand vous savez que dans ce gouvernement, vous avez 5 ministres qui n'ont pas voté l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. 5 ministres aujourd'hui qui, il y a un an, sous l'impulsion notamment du groupe Insoumis, de la présidente Mathilde Panot, qui avait pour la première fois déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, vous aviez 5 ministres, 5 personnes qui étaient députés ou sénateurs et qui sont aujourd'hui ministres et qui avaient refusé de voter cette inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Un gouvernement de réactionnaires, un gouvernement qui pousse de plus en plus vers l'extrême droite, un gouvernement qui ne doit sa survie qu'à la complicité du Rassemblement national. Mais un gouvernement avec un certain nombre de talents à l'intérieur, il faut quand même le dire. Parce que quand vous êtes capable, comme certains ministres de ce gouvernement, d'être à la fois, comme par exemple M. Durovray, ministre des Transports de la 7e puissance économique du monde, et président du conseil départemental de l'Essonne, et que vous êtes capable de faire les deux choses en même temps, honnêtement, il y a certaines qualités. Quand vous êtes capable d'être à la fois ministre comme M. Daragon, maire de Valence, mais de rester maire de Valence, tout en étant à la fois ministre, franchement, il y a certaines qualités. Quand vous êtes capable, j'en ai noté un, je ne le connaissais pas, mais lui, il est extraordinaire. Fabrice Loher, ministre délégué du gouvernement, attention, maire de Lorient, conseiller départemental et président de la communauté d'agglomération du Grand Lorient, mais il reste avec tous ces mandats-là et en même temps, il va être ministre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est qu'ils doivent être très très forts. Et après, je me suis dit, non, c'est pas qu'ils sont si forts que ça. C'est qu'eux-mêmes, ils ont compris que ce gouvernement, il ne va pas durer très très longtemps et qu'ils n'ont pas trop envie d'abandonner ce qu'ils ont, parce qu'abandonner ce qu'ils ont, ils ne sont pas sûrs de le revoir après. Et donc c'est un message qui vous est envoyé et qui nous est envoyé à toutes et tous. Ce gouvernement, sa durée de vie, tout le monde le sait, elle est limitée. Nous avons déposé une motion de censure. Mardi prochain aura lieu le premier discours de politique générale. Sans doute que la motion de censure que nous avons déposée la semaine prochaine ne va pas être adoptée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui un parti qui, après avoir fait campagne en disant que vous allez voir ce que vous allez voir, que ce sont des vrais opposants au président de la République Emmanuel Macron et que c'est eux la suite et l'alternative et l'avenir, vous avez un parti qui, après avoir fait ça, aujourd'hui est en train de servir de béquille à la continuité de la politique macroniste en France. Alors comme je sais que parfois vous pouvez rencontrer des électrices et des électeurs qui vous disent nous, on vote pour le Rassemblement national parce que c'est les vrais opposants à Emmanuel Macron, et bien là, vous pourrez leur rappeler que sans eux, ce gouvernement ne verrait pas le jour. Que sans eux, sans doute, la semaine prochaine, ce gouvernement serait tombé immédiatement et on aurait pu avoir une autre politique que la politique que nous avons dans ce pays depuis maintenant 7 ans et qui va se poursuivre encore.
Mais le gouvernement tombera. Et s'il ne tombe pas là, il tombera quelques semaines plus tard. Et il tombera quelques semaines plus tard parce que va s'ouvrir la discussion sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mes camarades en ont parlé. Mais va s'ouvrir aussi la discussion sur ce qu'on appelle le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget du pays. Et ces macronistes qui nous ont fait pendant des semaines, des mois et des mois, on l'a vu pendant la campagne des élections législatives, des leçons d'économie pour nous expliquer comment il fallait faire pour gérer le pays, que ça pouvait pas être le nouveau Front Populaire qui gouverne, parce que si c'était le nouveau Front Populaire qui gouverne, ça serait la faillite, que c'est eux qui savaient, et que nous, vous savez pas. Vous savez pas comment on gère un pays. Vous savez pas qu'on peut pas augmenter les salaires, c'est trop compliqué, on va mettre le pays en faillite. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Ben, ils savent tellement bien qu'on n'a jamais eu un déficit aussi important. Ils savent tellement bien que leurs prévisions budgétaires à eux, celles que eux ont fait et sur laquelle ils ont calqué leur plan d'économie pour répondre aux injonctions de la Commission européenne, ces prévisions budgétaires, elles se retrouvent complètement balayées par la réalité des chiffres qui tombent aujourd'hui. Et donc le gouvernement qui vient d'être mis en place, il a une responsabilité si, comme le proposent M. Barnier et M. Macron, si ils veulent répondre aux injonctions de la Commission européenne, c'est d'aller chercher non pas 5, non pas 10, non pas 15, non pas 20 milliards d'euros. S'ils veulent respecter les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés pour 2025 en termes de déficit, il faut qu'ils aillent chercher 60 milliards d'euros dans le budget de l'État. 60 milliards d'euros dans le budget qui va venir. Alors peut-être comme ça, 60 milliards, vous ne savez pas trop ce que ça représente. Le budget de l'éducation nationale, de l'ensemble de l'éducation nationale en France, c'est un peu plus de 80 milliards d'euros. Les coupes budgétaires que s'apprête à faire ce gouvernement, c'est l'équivalent des 3/4 du budget de l'éducation nationale. Et c'est ça qu'ils vont aller chercher sous vos yeux. Alors ils ne vont pas le faire que sur l'éducation nationale. Donc comme ils ne vont pas le faire sur l'éducation nationale, ils vont aller en prendre dans la transition écologique, ils vont aller en prendre dans l'éducation nationale, ils vont aller en prendre dans la santé, ils vont aller en prendre dans le budget de la culture, ils vont aller en prendre dans le budget du ministère des Sports. C'était les Jeux Olympiques. Ils ont tous dit les Jeux Olympiques, super, génial, les athlètes français. Et il y a plein de petits enfants en France qui vont vouloir aller faire du foot, du ping-pong, de la natation. Ben, ils vont aller au club pour s'inscrire. Et puis on va leur dire désolé, mais là, il n'y a plus de place parce que le budget du ministère des Sports, ben, M. Barnier a décidé qu'il fallait en enlever 10%, 15% ou 20%. Voilà la réalité de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce que ces gens-là, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, ils ont décidé que la Commission européenne leur imposait des règles et qu'ils devaient rester dedans. Et ils ont décidé qu'après avoir distribué des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches depuis 2017, 50 milliards d'euros par an, Emmanuel Macron, 50 milliards d'euros par an qu'il a distribué en cadeaux aux plus riches, aux grandes multinationales. Et aujourd'hui, il va venir vous voir et il va vous dire, les riches, ils se sont bien gavés. Maintenant, c'est à vous de payer la facture. Allez-y, passez à la caisse. Passez à la caisse dans les budgets. Passez à la caisse à la TVA. Passez à la caisse sur les franchises médicales. C'est à votre tour de payer les cadeaux des grandes fortunes de ce pays. Voilà l'actualité qui va arriver, pas dans 3 ans, pas dans 10 ans, dans quelques semaines et dans quelques mois. Et à ce moment-là, on verra définitivement comment ce gouvernement peut-il continuer à avancer et comment le Rassemblement national continuera à leur donner sa bénédiction. Et là, tous les masques seront tombés définitivement et vous aurez des arguments à aller matraquer partout dans le pays pour leur dire « on s'est bien moqué de vous à nouveau ». On s'est bien moqué de vous. Ah, pas que les macronistes se sont bien moqués de vous. Mais les soi-disant changeurs de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella qui vous racontaient des choses pendant l'élection, ils se sont bien moqués de vous aussi. Voilà les arguments que vous aurez. Et voilà en tout cas la bataille que nous allons mener dans les prochaines semaines. Faire tomber le gouvernement le plus rapidement possible, empêcher la mise en œuvre de ce budget d'austérité, augmenter la contribution des plus riches de ce pays au budget, augmenter les salaires,
abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, faire en sorte que le programme du nouveau Front populaire, qui aurait dû être le programme qui s'applique en cette rentrée, puisse s'appliquer le plus vite possible dans notre pays. Mais comme je ne vous prends pas pour des imbéciles et comme il faut se dire les choses avec franchise, il est aussi possible que ce gouvernement tombe, mais que le président de la République cherche encore une nouvelle combinaison pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Vous le savez comme moi. Désolé de dire du mal de quelqu'un qui est un peu par ici apparemment, mais je crois que tout le monde sait que Emmanuel Macron fera tout ce qu'il peut pour empêcher le nouveau Front populaire de gouverner ce pays. Alors, j'assume, et nous assumons, nous les insoumis, de dire que le problème, il se situe là, où est Emmanuel Macron. Que le responsable, il a un nom, il a une adresse, comme on dit. Il habite à l'Élysée et il s'appelle Emmanuel Macron. Et qu'il n'y aura pas de changement de politique possible dans ce pays si nous ne nous donnons pas les moyens de faire partir le président de la République, Emmanuel Macron. Et c'est le sens de la motion de destitution que nous avons déposée à l'Assemblée nationale. Et cette motion de destitution, elle a déjà franchi une étape importante. Je vous disais tout à l'heure que la 5e République a 66 ans. Et bien c'est la première fois en 66 ans qu'une motion de destitution est acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est la première fois. C'est un événement inédit et sans précédent. Et la semaine prochaine, ça va être mercredi. Donc vous prenez bien votre calendrier. Mardi, discours de politique générale. Là, vous n'êtes pas obligé d'écouter, ça ne va pas être très intéressant. On a déjà entendu l'essentiel. Mais mercredi, la motion de destitution va être examinée à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc ça va être une première opportunité de la faire voter. Vous avez entendu qu'un certain nombre de députés ont dit qu'ils n'allaient pas la voter. Donc ça veut dire qu'il nous reste quoi, 4 jours pour leur envoyer des mails, pour les consulter, pour les solliciter, pour leur demander ce qu'ils vont voter, pour leur rappeler, certains d'entre eux, peut-être qu'on a voté pour eux parce qu'ils sont élus du nouveau Front populaire, que si on a voté pour eux, c'était pas pour qu'ils sauvent le président de la République Emmanuel Macron au moment où la motion de destitution arrive en commission des lois à l'Assemblée nationale. Et tout le monde peut y contribuer pour que tout le monde comprenne à ce moment-là que le vote qu'il va faire à la commission des lois, il sera observé et il sera scruté partout dans le pays. Censure, destitution, il faut continuer, mobilisation aussi, parce que vous savez que très bien qu'il n'y aura pas de changement uniquement par la voie institutionnelle et qu'il n'y aura pas de changement radical de politique mise en place dans ce pays sans notre mobilisation collective, sans votre mobilisation dans les manifestations, comme nous l'avons fait le 7 septembre, le 21 septembre, auprès des mobilisations sociales, des luttes, des salariés qui se battent dans leurs entreprises, des habitantes et des habitants des quartiers populaires, de toutes celles et ceux qui, dans ce pays, n'en peuvent plus de cette politique et veulent que ça change. Et la France insoumise et le nouveau Front populaire doit être leur relais, leur représentation politique à l'Assemblée nationale. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à le faire. Nous aurons aussi besoin de la mobilisation parce que ce soit à travers une nouvelle élection législative ou que ce soit à travers une nouvelle élection présidentielle, il est évident, il est certain que les Françaises et les Français vont être appelés aux urnes à nouveau dans les mois qui viennent. Et que s'il y a une manière de se garantir que quel que soit le résultat de la prochaine élection législative, le président de la République Emmanuel Macron ne pourra pas nous voler le résultat de l'élection, c'est si nous sommes en capacité la prochaine fois de gagner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Voilà quel doit être notre objectif. Et notre objectif, c'est d'être en campagne permanente, c'est d'être en campagne partout, c'est de montrer à tout le monde la réalité de ce qu'il se passe. C'est pour ça que je voulais vous dire
et je voulais vous informer de l'attitude qui est celle du Rassemblement national. Mais on ne gagnera pas non plus si nous ne sommes pas en capacité de convaincre encore une plus grande partie de la jeunesse, encore une plus grande partie des habitantes et des habitants des quartiers populaires de rentrer dans le terrain électoral, de s'engager, de se mobiliser, de s'inscrire sur les listes électorales, comme ils ont déjà été très nombreuses et nombreux à le faire aux dernières élections législatives. Et j'assume de dire pour ça, et l'élection de Zaya ici en est d'un certain point de vue une illustration, que pour gagner on n'a pas besoin de mettre ses idées sur le côté, on n'a pas besoin de se cacher, on assume ses convictions, on y va frontal, on parle avec les gens, on les convainc sur le fond, il n'y a pas des sujets qu'on met sur le côté, parce que tous les sujets sont importants et qu'on ne peut pas rassembler une majorité de Françaises et de Français en considérant qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce qu'ils concernent seulement une partie de cette majorité de Françaises et de Français. Voilà ce que nous avons à faire. Voilà notre feuille de route pour les semaines, les mois qui viennent et l'année qui vient. Parce que peut-être que la prochaine dissolution aura lieu dans un an. Peut-être qu'on aura une autre élection d'ici là. Eh bien, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra ici à Amiens, il n'y aura pas seulement Zaya, mais il y aura encore d'autres députés du département et des départements d'à côté. Et pour ça, et parce que si on arrive à faire ça, c'est la majorité absolue qui sera la nôtre. Vous avez vu, et je m'arrêterai là, mais parfois, je croise des gens qui me disent « Mais on a voté et ça n'a pas changé. » Et je leur dis « Oui, vous avez raison. Vous avez voté, mais ça n'a pas changé. » Et je leur dis « Il y a deux manières de se prendre ça. Il y a deux types d'enseignements à tirer. Soit on dit ben, on a voté, ça n'a pas changé. Donc, ça ne sert à rien d'aller voter la prochaine fois. Mais dans ce cas-là, c'est ceux qui gouvernent qui vont encore gouverner. Ou alors on se dit, c'est vrai, on a voté, ça n'a pas changé, mais peut-être parce qu'on n'a pas été nombreux, assez nombreux à voter cette fois-ci. Et donc, plutôt de se dire, la prochaine fois, je ne vais pas aller voter, on se pose la question de savoir qui sont les 5 personnes qui ne sont pas allées voter cette fois et qui vont aller voter la fois d'après. Parce que si chacune des personnes qui sont ici, la prochaine fois, va voter, non seulement elle, mais avec 5 personnes de plus, alors là, vous pouvez avoir Emmanuel Macron, la 5e République, Michel Barnier, et qui que vous voulez, ils ne pourront pas vous voler la victoire. Voilà l'enjeu de la bataille. Et en vérité, nous sommes dans une bataille d'usure, et nous sommes dans une campagne permanente. Et dans cette campagne permanente, vous pouvez compter sur nous, les parlementaires, pour venir vous aider dans chacun de vos combats. Merci de votre accueil, merci de votre participation. La bataille continue. Suivez la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On compte sur vous. Et pour citer Jaurès disait « Nous voulons fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. » Alors soyons dévoués. Merci beaucoup.